Pierre de Villeneuve. 18h16, l'interview politique sur Europe 1 avec nous, le député LFI de l'Essonne, Antoine Léaumont. Bonsoir. Bonsoir. La France est-elle en sécurité ? Écoutez, la France, oui. Nos compatriotes, en revanche, ont un sentiment d'insécurité qui explose. Ça, c'est une certitude. Sur ce qui s'est passé hier soir, je veux d'abord dire, moi, ma compassion pour les victimes, les proches des victimes. Mes félicitations pour les forces de l'ordre qui ont interpellé très rapidement et très efficacement la personne qui est responsable de cet acte. On le note, ça change de LFI qui dit toujours que la police tue. Donc non, vous savez, moi je suis fidèle à la devise du Figaro. Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Donc quand il y a des problèmes, je suis capable de le dire. Quand il y a des choses qui sont efficaces, je suis aussi capable de le dire. Maintenant, il y a des questions qui se posent également sur l'état de notre pays, sur plusieurs plans, parce que là, on a un profil d'une personne qui est assez complexe. Alors, on nous parle à la fois de troubles psychiatriques, en même temps de radicalisation, en même temps de déradicalisation, puis de re-radicalisation. Donc, on a un profil qui est très complexe, mais qui pose au minimum deux questions sur l'état de notre pays. D'abord, sur les questions, l'état de la psychiatrie dans notre pays, c'est dramatique. Il y a beaucoup de pertes dans ce domaine-là. Et puis, sur les questions de renseignement, parce que c'est pas la première fois non plus qu'on a des profils qui sont suivis, qui sont fichés, et où, à la fin, une personne passe à l'acte et malheureusement derrière il y a un drame. Trou dans la raquette du renseignement, alors que les services de renseignement, on le sait, et vous plus que les autres, puisque vous êtes député de la République, sont sur les dents. C'est-à-dire que je sais, et c'est un énorme problème dans notre pays, mais il faut, en général, quand il y a des attaques de ce type-là, ce qu'il faut faire, c'est poser les questions qui auraient permis d'éviter. Alors, c'est impossible d'éviter qu'il y ait le risque absolu zéro n'existe pas. Ça, c'est une certitude. Mais sur la question du renseignement, nous, on dit depuis longtemps qu'il faut augmenter les moyens humains, parce qu'il y a une logique. Ça a été beaucoup fait du temps de Bernard Cazeneuve, il y a une logique après en ce les attentats de 2015. Il y a une logique en ce moment qui consiste beaucoup à augmenter les moyens du renseignement au sens large, mais notamment les moyens technologiques. C'est utile, des moyens technologiques, mais la question qui est derrière ça, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de ces moyens technologiques. Et une des questions centrales pour nous, c'est les questions du renseignement. De la même manière que dans la police, si on parlait tout à l'heure des questions policières, nous, on va avoir tendance à dire qu'il faut augmenter les moyens de la police judiciaire, qui travaille sur le long cours, sur les enquêtes au long cours, notamment par exemple dans les questions de trafic de drogue ou de trafic d'armes, dans le démantèlement de ces réseaux, plutôt que dans la police, on va dire, qui est directement sur le terrain. Il y a une tendance en ce moment à augmenter la police sur le terrain. Nous, sur les questions de sécurité au global, on pense qu'il faut mieux augmenter les moyens de la police judiciaire. Vous voudriez mettre plus de technologie dans une police qui serait une sorte de police prédictive, un peu comme dans Minority Report, qui part ce soir à la télévision, je crois. C'est pas ce que j'ai dit. Et puis Minority Report, c'est un peu un contre-exemple. Ça se termine mal. Bien sûr, mais c'est un peu un contre-exemple. Non, je dis qu'il y a une tendance à utiliser des moyens technologiques, mais qu'en face, il n'y a pas toujours les moyens humains qui permettent d'utiliser efficacement les moyens technologiques qu'on met en œuvre. Par ailleurs, il y a un certain nombre de moyens technologiques dont on peut parfois se poser les questions de l'utilité. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, la vidéosurveillance, c'est fantastique, c'est brillantissime, etc., c'est génialissime ». En réalité, la vidéosurveillance, c'est quelque chose qui est très coûteux et qui, justement, fait des moyens humains en moins. Moi, j'ai tendance à préférer des êtres humains. Hier, on a vu que ce sont des êtres humains qui sont intervenus, c'est pas des caméras de vidéosurveillance. Et ils ont eu vraiment beaucoup de courage. Ils ont eu beaucoup de courage. C'est ce qu'on appelle communément des îlotiers qui sont intervenus. Tout à fait. Et encore une fois, je vous l'ai dit, mais moi je suis capable de dire quand il y a des problèmes dans la police, je suis aussi capable de dire quand il y a des choses bien qui se produisent. Là, en l'occurrence, c'est une bonne chose. Et j'entendais tout à l'heure justement un policier qui disait l'intérêt d'interpeller la personne, souvent les gens vont avoir tendance à sortir une arme dans ce type de situation. Là, la personne est interpellée, donc ça va permettre d'avoir des réponses justement sur les raisons de ce passage à l'acte et de pouvoir. Ça dépend si la personne. Si c'est un profil, oui, si elle se mure dans le silence, comme c'est malheureusement très souvent le cas. Et puis si c'est une question psychiatrique qui est en cause, alors, à la fin, les réponses qui seront données. Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, appelle à ne pas donner de signification générale à ce drame. Il dit que c'est l'acte d'une personne qui manifestement est déséquilibrée. Quand on a déjà le maximum d'informations qu'on a jusqu'à présent, et on imagine qu'il y en aura évidemment beaucoup, on sait que c'est quelqu'un qui avait formé le projet de rejoindre le groupe État islamique en zone irako-syrienne, qui entraînait des contacts avec 3 terroristes récidivistes, qui effectivement avaient suivi un traitement médical psychiatrique, mais en 2022 l'avaient arrêté en accord avec son
son médecin, mais pas avec le juge qui avait fait une injonction de soins. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, là en l'occurrence... On ne peut pas se limiter, comme dit Manuel Bompard, à dire c'est quelqu'un de déséquilibré. C'est pas ce qu'a dit... Moi j'ai écouté ce qu'a dit Manuel Bompard, et il a dit faisons attention sur ce profil. Et d'ailleurs, ça n'est pas seulement ce que dit Manuel Bompard. Moi j'ai lu des travaux de vos collègues, enfin des articles de vos collègues du Monde ou de l'Obs, qui disent la même chose. Ils disent voilà un profil étonnant. Je veux dire, c'est pas le cas d'une personne qui serait uniquement... Vous parlez de l'Obs, Mathieu Delahousse de l'Obs a cité justement, tout à l'heure. Effectivement, il avait des contacts via Twitter avec la djihadosphère, notamment avec celui qui a assassiné Samuel Paty, avec les terroristes de Magnanville, avec celui qui a assassiné le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et en même temps, c'est aussi dans cet article qui dit qu'il signalait sur Pharos des gens qui voulaient passer à l'acte. Donc on a vraiment un profil qui est très étonnant. Ça peut être un bon alibi, je suis pas en train de... Je vous dis ni que c'est une question psychiatrique, ni que c'est un acte terroriste. Je dis qu'il faut faire attention à ce qui s'est produit. Et encore une fois, on est utile à notre pays, je pense, quand on essaye, de donner des moyens de faire face. Donc, je vous ai parlé de la psychiatrie, je vous ai parlé des services de renseignement, et j'ai parlé des questions de police d'une manière générale. Et deux, on est aussi utile à notre pays. Si jamais il s'agit d'un acte de terrorisme islamiste, quel est le but des terroristes islamistes? C'est de diviser notre peuple, de faire en sorte qu'il y ait une division qui s'installe entre, d'un côté, ceux qui seraient qualifiés de musulmans, et on ferait un gros paquet, les musulmans, et de l'autre côté, ceux qui seraient juste les Français. Or, c'est pas ça la situation de notre peuple. Notre peuple, il est divers, il est composite, et à l'intérieur de notre peuple, il y a des musulmans. Justement, ce qu'il faut faire, c'est avoir systématiquement une parole d'unité de notre peuple, et de dire mais on n'a pas essayé ça pendant des années. Mais bien sûr, mais il faut toujours continuer. Et vous voyez, j'entends beaucoup à l'Assemblée nationale, on s'en prend beaucoup aux insoumis, mais qui propose un discours d'unité de notre peuple? Nous sommes désormais un peu seuls, nous nous sentons un peu seuls, mais je dois le le dire. Discours d'unité ne fonctionne plus, est-ce qu'il ne faut pas revoir alors, qu'est-ce que vous voulez, la guerre civile alors? Pourquoi c'est ça, alors c'est ça l'un la ou l'autre. Solution. C'est fromage ou dessert. Mais bien sûr que c'est l'un ou l'autre, parce que si on laisse prendre en nous le pied de cette logique des terroristes islamiques, de se dire ne regardons plus nos compatriotes seulement comme des compatriotes, mais commençons à regarder leur religion ou leur couleur de peau, commençons à avoir des doutes si la barbe est un peu trop longue ou les pantalons un peu trop longs. Et à ce moment-là, c'est des questions d'assimilation. Et à ce moment-là, ce qu'on ne voit plus, c'est on ne voit plus l'unité de notre peuple. Nous nous battons précisément pour dire que c'est l'unité de notre peuple qui permet de se sortir de la situation dans laquelle on est et de toutes les situations dans lesquelles on est. Parce que pour régler les questions écologiques, sociales et démocratiques, on a besoin de l'unité de notre peuple. On n'arrivera pas à transformer le pays comme il y a besoin de le transformer. Qu'est-ce que vous répondez à Jordan Bardella qui, lui, dans ce cas précis, demande un tournant sécuritaire et migratoire? Mais justement, sur le tournant migratoire, par exemple, qu'est-ce que ça vient faire là? La personne Vous allez me dire qu'il est né à Neuilly-sur-Seine. Il est né à Neuilly-sur-Seine, il est français. Et il s'appelle Armand. Et en l'occurrence... Est-ce qu'il a une culture familiale française? Moi, j'ai bien lu... adhéré à tous les codes? J'ai bien lu les articles divers et variés qui ont été là. Si jamais il s'agit d'une personne radicalisée, d'un acte d'une personne radicalisée, la personne qui serait responsable de ça s'appelle Maximilien Thibault. Voilà l'islamiste qui l'a radicalisé. C'est donc aussi, encore une fois, quelqu'un qui est un Français né sur notre sol. Et justement, ça pose une question. C'est comment ça se fait que des gens qui sont nés sur le sol de la France puissent se radicaliser de cette manière-là et aller vers complètement autre chose et quelque chose de dangereux. C'est ça la question qu'il faut poser dans notre pays. Et quand M. Bardella parle des questions d'immigration, ce qu'il cherche à faire, c'est encore une fois de mettre un trait à l'intérieur du peuple français entre ceux qui auraient des origines, je mets des guillemets, et les Français qui seraient de souche, puisque c'est le vocabulaire qu'ils utilisent. Mais l'histoire de notre peuple et de notre pays, c'est justement d'avoir su faire France de tout bois et d'avoir su, au fil des années, faire des Français avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Algériens, des Marocains, ceux-là même qui des voulaient Tunisiens, devenir des Maliens. Français et qui voulaient adhérer à la culture française. Mais ceux qui arrivent en France, c'est pas le cas de tout le monde, Antoine Léaumont, et qui disent moi je ne veux pas du tout. Ce qui m'intéresse en France, ce sont les allocations familiales. non, personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. En arrivant sur le sol français, il y a la sécurité sociale, il y a les aides, il y a plein de choses, il y a l'AME. Mais en revanche, je voudrais vivre selon les cultures de mon pays et je voudrais m'établir. Personne ne dit ça, Antoine Léaumont. En général, les gens quand ils viennent
je réponds à votre question. En général, les gens, quand ils viennent dans notre pays, c'est pour une série de raisons. Il y a ceux qui viennent pour étudier, il y a ceux qui viennent pour travailler, il y a ceux qui viennent au titre du regroupement familial. Et globalement, on a fait là le tour de l'essentiel et des quand ils arrivent situations. à l'école, et quand on leur dit on va vous apprendre la dynastie des Carolingiens, rien à foutre. Elle va vous apprendre les Mérovingiens, mais rien à foutre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Interroger les profs en ZEP. Si c'est des étudiants en histoire, c'est normal qu'ils apprennent la dynastie des Carolingiens. Non, mais je vous parle si c'est des étudiants en biologie, je vous parle des enfants. Eh bien, les enfants. Vous en avez des enfants, vous. Bien Ils sont sûr, encore mais petits. quel est le problème des enfants? Vous savez, moi, je suis élu de villes dans lesquelles il y a beaucoup de quartiers populaires. Oui. Qu'est-ce qu'ils me disent, les jeunes? Dites-moi. Ils me disent que justement, le racisme qu'ils subissent, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Ils sont français et ils se sentent français. En dépit du fait qu'un certain nombre de personnes essaient de les ramener à autre chose, à leur origine, à leur couleur de peau, mais c'est pas à leur toujours religion. Dans ce sens-là, Antoine Léaumont. C'est toujours dans ce sens-là. C'est justement ça le problème. Je ne suis pas d'accord avec vous. Écoutez, moi, pour le coup, je ne sais pas si vous avez des discussions avec des jeunes de quartier populaire. Tout le temps, regardez le métier que je fais. Je vous donne un exemple. Quand il y a un jeune de 12 ans dans ma circonscription qui me dit qu'il s'est fait traiter de kebab par des forces de police, moi ça me blesse. Et je vous disais tout à l'heure, je suis capable de dire quand les policiers font des choses bien. Moi, je me suis traité de polac quand j'étais petit. Et vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Vous trouvez pas ça normal? Donc vous voyez bien. Mais j'ai appris la dynastie des Carolingiens et des Mérovingiens. Eux aussi ils apprennent et ça pose pas de problème. Et moi j'aimerais bien qu'on apprenne davantage l'histoire de la Révolution française et du fait par exemple que notre drapeau bleu, blanc, rouge est originaire d'une grève antiraciste. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Personne ne la connaît parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Notre drapeau tricolore lui-même, il est issu d'une grève antiraciste. Je vais vous donner les cours de CM2 de mon fils aîné et vous allez voir qu'on apprend tout ça. Je vais juste jusqu'au bout, mais des marins bretons ne voulaient pas aller mater des révoltes en Haïti de gens qui se rebellaient contre l'esclavage. Vous voyez, c'est une très belle histoire et qui crée du lien à l'intérieur du peuple français. Mais je veux juste dire un truc. La discrimination que vous avez subie, c'est une discrimination que subissent aussi tout un tas de jeunes aujourd'hui dans notre pays. À une différence près, c'est que vous avez ma couleur de peau. Donc, d'une certaine manière, ça peut pas se voir sur votre tête que que vous avez des origines d'un autre pays. Pour les jeunes gens de notre pays qui ont... Je vous le dis vraiment, je vous le dis très honnêtement. Alors dites-moi pourquoi, quand des personnes qui sont des personnes de couleur se font contrôler beaucoup plus, par exemple, par la police. Et c'est pas seulement la police, c'est la discrimination à l'embauche, c'est la discrimination dans tout un tas de domaines. Et ça pose des problèmes majeurs dans notre pays. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites à des Français qui manifestent, qui disent il y en a marre de tout ça, et on dit ah ben vous comprenez, c'est l'ultra-droite. Alors l'ultra-droite, du coup, on peut pas manifester parce que c'est pas bien. Mais parce que précisément, quand des gens manifestent, ce qu'ils ont fait au Panthéon, par exemple, la manifestation au Panthéon, qu'est-ce qu'ils font? Ils divisent notre peuple. Ils disent justement, il y aurait d'un côté des Français qui sont bien comme il faut, et de l'autre côté des Français qui ne seraient pas des Français bien comme il faut, et d'une certaine manière qu'il faut donc chasser ces personnes. Et les types qui arrivent à Crépol et qui disent on veut casser du blanc, ça c'est pas des gens qui veulent diviser le peuple. Mais ça n'est pas avéré, ça. Ça n'est pas avéré qu'il y aurait eu ça. Il y a des témoignages qui ont été recueillis. Et il y a des témoignages dans l'autre sens. Il y a des témoignages qui disent que c'est on divise dans les deux sens, Antoine Léaumont. Ça ne va pas que dans un sens. Précisément, monsieur. Justement, vous voyez, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de créer de l'unité. J'essaye pas de diviser. Je dis que ceux qui ont tué Thomas, c'est une honte d'avoir fait ça. Je ne vais pas essayer de mettre à l'intérieur des choses qui ne sont pas avérées, ça ne servirait à rien. Et puis, par ailleurs, je dis aussi que c'était très bien l'intervention des forces de gendarmerie parce que en 24 heures quasiment, ils ont réussi à interpeller les 9 personnes dont on pense qu'elles sont responsables. D'accord ? Mais après, quand il y a des gens qui viennent à Romans-sur-Isère et qui là, cette fois-ci, disent, et c'est avéré, qu'ils veulent tuer des bougnoules, c'est ça qu'ils ont dit. Là, c'est des propos racistes. Là, c'est avéré. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de créer de l'unité à l'intérieur de notre peuple, de faire en sorte que les Français se regardent comme Français, comme citoyens à égalité. Et c'est justement ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et si on veut apprendre notre histoire, voilà une belle histoire, justement. Merci, monsieur le député de la République, Antoine Léaumont. On va vous parler d'espoir. Ça tombe bien. En plus, on n'a pas fait exprès. C'est Raphaël qui chante l'espoir et c'est la musique sur Europe 1. Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien, qu'on devrait